Eh bien, c'est l'heure de notre chronique quotidienne et avec ce matin Johanna Afriat qui nous parle d'un sujet particulièrement douloureux. Vous avez choisi de nous parler de ce sujet qui est effectivement douloureux mais aussi porteur d'espoir, Johanna, celui du prélèvement de sperme post-mortem sur les soldats qui sont tombés au combat durant la guerre, un phénomène qui a pris une ampleur sans précédent, inédite en Israël depuis le 7 octobre 2023. Cette pratique, qui était extrêmement rare avant la guerre, est devenue courante ces 2 dernières années. Le ministère de la Santé rapporte que depuis le 7 octobre, 250 militaires et membres des forces de sécurité ont fait l'objet d'un prélèvement de sperme après leur décès. Face à la demande, l'armée a d'ailleurs adapté son protocole. Les officiers chargés d'annoncer le décès d'un soldat sont désormais tenus de préciser à la famille qu'un tel prélèvement est légalement possible. Alors pourquoi cet empressement ? Parce que simplement, à compter du décès, la durée de vie des spermatozoïdes n'est que de 24 à 36 heures. Ce sont donc des décisions qui doivent se prendre dans l'urgence. Ces prélèvements en nombre sur les soldats défunts sont rendus possibles grâce à un changement dans la réglementation intervenu après le 7 octobre. Avant la guerre, les parents d'un soldat mort ne pouvaient demander un prélèvement qu'après être passés devant un tribunal. C'était une procédure qui pouvait prendre plusieurs heures, parfois une journée entière. Or, comme on l'a dit, chaque heure compte pour la viabilité de la matière séminale. Mais après le début de la guerre, et pour donner plus de chance aux familles, les ministères de la Santé et de la Justice ont adopté une réglementation temporaire qui permet de demander le prélèvement sans passer par un juge. Cette simplification de procédure pour des prélèvements de sperme post-mortem constitue un cas unique au monde. Il y a par exemple celle, très emblématique, d'Adas Levy, 35 ans. Son fiancé, le capitaine de réserve Netanel Silberg, a été tué à Gaza le 18 décembre 2023. Elle raconte que sa première réaction après son décès a évidemment été l'incrédulité. Elle s'est dit « ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel ». Mais tout de suite après est venue une seconde pensée qui était « je veux absolument avoir un enfant de lui ». Le sperme de Netanel a donc été prélevé, mais comme Adas n'était pas mariée avec lui, elle a dû saisir la justice pour être reconnue comme sa conjointe de fait et obtenir l'autorisation d'utiliser son sperme. Ces requêtes ont été acceptées en 2024 et elle a aussitôt entrepris une fécondation in vitro. C'est ainsi que le 11 juin dernier, elle a mis au monde leur enfant, qui est devenu le premier bébé conçu avec le sperme d'un soldat tué dans la guerre glaive de fer. Jusqu'à la naissance du bébé, raconte-t-elle, j'étais encore en deuil de Netanel. Mais depuis, je me réveille le matin remplie de joie. Elle résume sa démarche en expliquant « Il était hors de question de laisser l'ennemi couper une branche de notre arbre généalogique. Ils ont essayé d'amputer cet arbre, mais je ne les ai pas laissés faire. » Un autre cas marquant est celui de Sharon Eisenkot, dont le fils Maor a été tué à Gaza en décembre 2023. Entre parenthèses, Maor était le neveu de l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot et ancien député. Après son décès, sa mère s'est tournée vers la justice pour obtenir le droit d'utiliser son sperme dans le cadre d'une GPA, une grossesse pour autrui. Et elle a obtenu gain de cause en juillet 2024. C'était une première pour une demande effectuée par un parent depuis le début de la guerre. Sharon justifie sa démarche en expliquant que Maor parlait toujours de son rêve d'avoir des enfants. Il disait qu'il en voulait 3. Elle dit « Mon fils avait beaucoup de rêves qui ne se réaliseront jamais, mais celui-ci, je peux l'aider à le réaliser. » Cette réglementation accélérée, sans passer par les tribunaux, laisse un flou juridique autour de questions cruciales. Qui peut décider d'utiliser le sperme ? Dans quelles circonstances ? Avec quelles limites ? Il y a aussi la question de la volonté du défunt. C'est en partie pour résoudre ces questions que la professeure Bella Savitsky, épidémiologiste et spécialiste de santé publique, qui a perdu elle aussi un fils le 7 octobre, milite pour que le consentement au prélèvement post-mortem soit demandé aux soldats au moment de leur enrôlement dans l'armée. D'après une étude qu'elle a effectuée auprès de 600 hommes en âge de servir, 70% voulaient que Tsahal leur demande leur consentement à l'avance, 47% se disaient opposés à ce que leurs parents puissent décider et plus de 30% refusaient que leurs partenaires utilisent leur sperme. Pour elle, ces chiffres montrent donc qu'il est crucial de poser ces questions du vivant de ces hommes. Le combat de Bella est également motivé par sa propre histoire avec son fils Jonathan, combattant de l'unité Egoz, qui a été tué le 7 octobre au poste militaire de Kissoufim. Il a fallu 48 heures pour identifier son corps et donc annoncer son décès à ses parents. Puis encore 10 heures pour obtenir l'autorisation judiciaire qui était encore obligatoire à ce moment-là. Il était donc trop tard pour un prélèvement de sperme.
Bella raconte avoir été dévastée, mais aussi en colère d'avoir à passer par toutes ces procédures. Le consentement du vivant des soldats devrait permettre de ne pas avoir à passer devant la justice, même après la guerre, lorsque la réglementation d'urgence prise après le 7 octobre sera levée. Au-delà des questions juridiques et éthiques, ces prélèvements post-mortem sont avant tout la marque d'un pays qui suit l'injonction de « tu choisiras la vie », qui, même dans la douleur la plus profonde, continue de façonner son avenir.